ne peut pas dire que tout ce qui arrive à l'université, simplement parce qu'ils ont une inscription à l'université, vont avoir ou une bourse ou une aide. Ça n'existe nulle part, d'une part, et d'autre part, ça n'a aucun sens puisque c'est une population dont vous ne maîtrisez pas le développement. Par conséquent, un État a le droit de dire la manière, un des leviers pour orienter ma propre politique, c'est de dire je mets l'argent de la nation dans tel type de formation, sur tel type d'étudiants, parce qu'ils auront été les plus méritants, parce qu'ils auront choisi les filières qui correspondent à la politique que je mets en œuvre. Cela ne veut pas dire que j'écarte les autres étudiants, mais je ne mets pas d'argent sur ces autres étudiants qui ne correspondent pas à la direction que je veux faire prendre. Un État a besoin de pouvoir jouer sur ces leviers-là. Une généralisation qui serait une généralisation aveugle, où on donnerait de l'argent avec la contrepartie de la présentation d'une carte d'étudiant, ça n'a pas de sens. Maintenant, quand je disais que le système a été tellement politisé que les gens ne se préoccupent plus de ce qui est rationnel ou de ce qui est raisonnable, ils se disent « je peux obtenir une chose si je mets un rapport de force favorable sur cette chose-là ». C'est-à-dire, si je peux jeter suffisamment de violence aveugle sur tel point de revendication, ils seront bien obligés de céder. Quand un système est devenu complètement insensé, comme cela, quand il est devenu totalement fou, la seule manière de procéder, vous vous dites, ok, je vais prendre les décisions rationnelles, les décisions raisonnables. Je vais faire en sorte de les expliquer une fois, de les expliquer deux fois, de les expliquer longuement. D'abord la population sénégalaise, parce que nous ne sommes pas comptables seulement devant les étudiants, nous sommes comptables devant la nation sénégalaise. Et nous sommes comptables devant une nation sénégalaise qui a donné au gouvernement le mandat d'ouvrir les perspectives d'avenir. Donc, si tout le monde est pénétré de la signification de cette responsabilité-là, la conversation va avoir lieu à ce niveau-là. Mais il faut une conversation, il faut une concertation, il faut parler avec les acteurs, il ne faut pas prendre des décisions ex cathedra et les imposer à tout le monde. Mais il faut également tenir ferme sur le principe de la rationalité et dire nous parlons de manière rationnelle et nous voulons des raisons valides qui soit articulé à une vision prospective claire et non pas simplement le chantage à la violence. Si je n'ai pas telle chose, je suis en mesure de mettre suffisamment de violence derrière moi pour que vous soyez bien obligés de céder. Si au bout du compte, un État se trouve seulement devant ce discours-là, le discours du chantage à la violence, à ce moment-là, vous faites comme les braves capitaines de bateau, quand ils voient arriver la tempête, vous attachez bien vos bagages et vous vous dites la tempête va arriver, advienne que pourra, je tiens le cap de ce qui est rationnel. Et vous traversez la tempête. Parce que vous ne pouvez plus continuer à tergiverser avec un système fou comme un bateau ivre et je vais accompagner le bateau dans son ivresse. Mais ce que vous dites là, c'est dans tous les domaines, c'est pas seulement dans l'université, c'est dans le domaine même de la gestion de la cité aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que les nouvelles autorités aujourd'hui ont essayé de couler franche pour prendre les décisions qu'ils doivent prendre? Parce que souvent, derrière les décisions douloureuses et nécessaires, il y a souvent des calculs politiciens. Oui, il y a ces calculs-là, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas demander à un politicien également de changer de nature. L'homme politique ou la femme politique par nature, sans le vent, essaye de mesurer les mouvements de population et essaye autant que possible de les satisfaire. Mais les hommes et les femmes politiques se trouvent également parfois dans certains secteurs précis, dans certains secteurs névralgiques, comme, encore une fois, le secteur où nous fabriquons notre avenir. Devant la nécessité de se comporter non plus seulement en politicien et en politicienne, mais en homme et en femme d'État, qui disent « je travaille pour l'avenir, c'est ma responsabilité devant ma nation, c'est la responsabilité dont je me suis chargé, c'est le mandat que ce peuple également m'a donné. » Quand le peuple, la majesté du suffrage universel, c'est qu'un peuple vous donne mandat pour ouvrir les voies de l'avenir. Et si vous vous dites les voies de l'avenir seront ouvertes seulement lorsque je prendrai telle ou telle direction, parce qu'encore une fois, c'est la direction rationnelle, c'est la direction raisonnable, c'est la direction que j'aurais expliquée,
Si vous expliquez cela et que vous l'expliquez à la nation, vous aurez une majorité de citoyens et de citoyennes derrière vous. Parce que tout le monde sera convaincu que le chemin que vous empruntez, quelque dur qu'il soit, quelque exigeant qu'il puisse être, c'est le seul chemin et c'est le chemin de l'avenir. Et notre école se trouve effectivement à ce point où il va falloir prendre les décisions qui s'imposent et dire nous serrons les dents. Mais sur le plan purement politique, oui. Le 25 mars, il y a une deuxième alternance qui a intervenu au Sénégal. De nouvelles autorités se sont mises en place. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une recomposition de la classe politique? Parce que si on regarde bien depuis les indépendances, l'impression qu'on a, ce sont les mêmes têtes qui tournent. Oui. Ben, vous avez une génération nouvelle qui est arrivée, qui est aujourd'hui aux affaires, qui est en transition d'ailleurs, parce que vous avez également une génération politique ancienne qui est toujours là, mais vous avez également un renouvellement profond des choses. Moi, je vois le paysage de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale aussi féminine, nous n'avons jamais eu cela depuis les indépendances. Par ailleurs aussi, le fait que nous ayons une Assemblée nationale où le parti du président, au sens précis du parti, je ne parle pas de la coalition qui l'a accompagnée et dont il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne va pas continuer à accompagner son action. Mais son parti, à proprement parler, n'a pas la majorité absolue. Cela veut dire donc que nous avons un paysage politique, un paysage parlementaire qui est un paysage ouvert et un paysage de renouvellement, un paysage de recomposition, comme vous avez dit. Et c'est une situation tout à fait intéressante et prometteuse, je crois. Mais intéressante, mais avec des pratiques politiques telles que la transhumance, qui a encore droit de citer dans notre pays. Oui, mais de ce point de vue-là, les transhumants eux-mêmes et ceux qui auront la maladresse ou qui mettront la faute de les accueillir ont maintenant l'expérience du fait que le peuple sénégalais ne pardonne pas cela. Je crois que les élections qui se sont déroulées ont été des élections qui sont un enseignement pour tout le monde. Le peuple sénégalais s'est contemplé lui-même au miroir de ces élections et a mesuré sa propre maturité. Il ne pardonne pas ces manière de retourner sa veste, d'aller toujours du côté du pouvoir, d'être toujours prêt à s'offrir à ceux qui sont en poste. Et par ailleurs, ceux qui bénéficieraient de cette transhumance ont également, j'imagine, bien conscience que ceux qui viennent vers eux parce qu'ils vont toujours comme les tournesols en direction du soleil, ils vont toujours en direction du pouvoir, ne leur apportent au bout du compte rien. Parce qu'encore une fois, le dernier arbitre, le patron de tout le monde dans ce pays, c'est le peuple sénégalais. Et ça, c'est très clair. Oui, depuis 3 mois, les deux autorités exercent le pouvoir au Sénégal. Est-ce que vous sentez la rupture que les Sénégalais attendent de la façon de faire, la façon de gérer? Les Sénégalais ont manifesté, je crois, qu'ils attendaient des ruptures très profondes dans la manière de gérer, et ça c'est très clair. Ils ont sanctionné, je crois, une réalité, ou en tout cas une apparence de gestion tout à fait informelle et qui faisait le lit un peu de pratiques qui ne satisfaisaient pas le peuple sénégalais. Et donc, le message qu'il a envoyé à ceux qu'il a élus aujourd'hui est très clair de ce point de vue-là. Je crois, pour ma part, que le peuple sénégalais pourrait être très patient sur le plan des résultats, parce que c'est un peuple éclairé qui sait que tout n'est pas possible tout de suite. En revanche, sur le plan de la rupture avec des pratiques et sur le plan de la mise en place d'une éthique de gestion, il peut être très impatient, et il aurait raison de l'être. Est-ce que vous sentez que cette pratique, justement dans l'éthique et dans la façon de gérer, il y a les prémices ou pas? Dans le choix des hommes, je crois, les hommes et des femmes qui conduisent les affaires gouvernementales, il y a ces prémices-là. Je connais personnellement un certain nombre de gens là-dedans qui m'indiquent que cette direction est celle que nous prenons. Madame la ministre de la Justice, je vous ai parlé tout à l'heure de monsieur le Premier ministre lui-même, de l'économie et des finances, etc. Les hommes et les femmes que je vois là, personnellement, m'inspire confiance quand il s'agit de voir un peu la direction dans laquelle nous nous engageons. Mais vous venez au moment au Sénégal où l'actualité aussi, c'est cette histoire de voyance.
une actualité forte où on parle de femmes qui prédisent l'avenir, où les Sénégalais sont pratiquement saisis d'une sorte d'hystérie par rapport à ces problèmes bien précis. Comment peut-on analyser ça dans un pays qui est appelé à compétir sur le plan international pour s'en sortir, à faire face à des gens qui travaillent sur le plan de la rationalité? C'est incroyable. Effectivement, vous avez prononcé, je crois, le mot qu'il fallait prononcer, celui d'hystérie. Je crois que nous assistons à un phénomène d'hystérie collective. Et je n'arrivais pas à croire ce que je pouvais lire. J'avais lu vaguement cette histoire de prédiction, mais je n'avais pas mesuré à quel point j'allais dire une majorité, j'espère que ce n'est pas une majorité, mais en tout cas une forte minorité de personnes étaient prêtes à accorder quelque créance que ce soit à ce genre de choses. Si on avait écouté ces prédictions, je ne serais pas venu le jour où je suis venu, parce que finalement je me suis rendu compte que prendre un avion pour venir à Dakar devenait une chose dangereuse. C'est absurde, c'est absurde. Une fois que l'on a dit ça, il faut essayer aussi de comprendre ce qui arrive à une population pour qu'elle soit si facilement sujette à ces bouffées d'hystérie collective. Après tout, nous sommes un peuple relativement éduqué, relativement cultivé, dont on peut espérer qu'il vit dans une certaine rationalité. Et par ailleurs, nous sommes censés également être un peuple religieux, chrétien ou musulman. Et nous avons là, l'islam et la chrétienté sont deux religions abrahamiques qui valorisent beaucoup l'attitude rationnelle de l'humain face à son créateur et face à ce qui peut arriver. Donc normalement, nous aurions dû être totalement imperméables à ce genre de phénomène de voyance. Par ailleurs, si vous me permettez de jeter la pierre gentiment dans votre jardin, nous devrions également avoir une presse qui ne donne que la place qu'elle mérite à ce genre de choses. Si cette affaire avait été traitée sur quelques millimètres carrés dans les pages de faits divers d'un journal à sensation, on n'en aurait pas autant parlé. Je n'ai vraiment pas compris. Mais est-ce qu'elle n'a pas trouvé aussi un terreau fertile? Vous voyez, oui, par exemple, des Sénégalais... C'est le problème de la poule et de l'œuf. C'est vrai que la presse elle-même se nourrit de ces mouvements profonds d'opinion, et donc elle n'a pas inventé le fait que les gens ont accordé créance à ces soi-disant prédictions. Elle a amplifié également le phénomène, et donc nous nous sommes retrouvés à un moment donné dans une espèce de cercle vicieux. Mais est-ce que ces moments de crise, de série, peuvent s'expliquer par un pays ou un peuple qui a une crise peut-être de croyance, crise financière, qui fait que les gens peuvent s'abriter dans n'importe quel diable? C'est une manifestation de l'inquiétude. Je rappelais à mes étudiants qu'au moment de la chute du monde antique, le monde gréco-romain antique, au moment où il avait véritablement perdu sa prééminence et la prise que ce monde avait sur le reste de l'univers, les populations se sont mises à rendre un culte à une déesse nouvelle qui était dans le Panthéon, mais qui avait été rajeunie pour l'occasion. C'était la déesse Fortune. Voilà, on s'est mis à rendre un culte à la déesse Fortune, et je crois que nous assistons à un phénomène de même nature, où une société relativement déboussolée est prête à aller dans des directions aussi irrationnelles que celle-là. On peut expliquer ça dans un pays où il y a quand même l'islam qui est très fort, fortement ancré, le christianisme est très fortement ancré, où des musulmans qui prient Dieu en même temps sont tout le temps avec des allumettes. Oui, l'islam et la religion islamique et la religion chrétienne devraient ici servir de contrepoids et faire leur œuvre d'éducation permanente des populations. Parce que ces religions, ceux qui sont à la tête de ces religions par la force des choses, puisque nous avons un islam confrérique et nous avons une église catholique également active, devraient, pour des phénomènes comme ceux-ci, rappeler aux gens les exigences rationnelles de la religion à laquelle
ils sont censés adhérer. Leur dire, on ne peut pas à la fois être serviteur de Dieu et serviteur de ces formes d'idolâtrie, parce que ça n'est pas loin de l'idolâtrie, ce genre de choses. Oui, l'actualité aussi, c'est ce qui se passe à Gao et à Tombouctou, oui, avec les mausolées qui sont détruits par ceux qui se considèrent comme étant des islamistes. Aujourd'hui, le monde entier s'est ému de ce qui se passe dans cette partie du monde. Comment peut-on analyser ce genre de situation? Écoutez, c'est une situation extrêmement préoccupante. Je parlerai d'abord de la destruction de ces mausolées, destruction qui fait craindre d'ailleurs une destruction éventuellement tout à fait possible des manuscrits, des fameux manuscrits de Tombouctou. L'histoire a fait que Tombouctou est avant tout un symbole. Le symbole non seulement de la grandeur des empires de l'Ouest africain, mais également un symbole de la grandeur de l'islam. Un symbole de la grandeur d'un islam lettré dont cette ville mythique de Tombouctou atteste